Bon, après cette pause, on va continuer. Très bien, je pense que, bon, ils vont arriver après. Très bien, donc ce que je vous disais par rapport aux guidelines, donc qui ont été récemment updatés en fait pour le neurodéveloppement, le message central, c'était que on sait que maintenant les morbidités liées au neurodéveloppement et à la santé mentale vont constituer une des principales causes de morbidité résiduelle dans les cardiopathies congénitales, notamment celles qui sont complexes. Et on sait que, bah, bien sûr, l'identification et la prévention de ces types de problèmes est absolument cruciale dans le pronostic des patients. Non seulement, bien sûr, pour ce qui est du neurodéveloppement, mais aussi toutes les relations que ça peut avoir avec l'état cardiaque, puisqu'on sait... Oui. Ah, vous m'entendez pas bien? Ah, ok. Comme ça, c'est mieux? Ah, super, pardon. Très bien. Donc, le message central était ça. Donc, il faut absolument agir, hein, puisqu'on sait depuis, encore une fois, une trentaine d'années que les enfants avec une cardiopathie complexe, congénitale complexe, vont avoir un certain nombre de difficultés de neurodéveloppement. Maintenant, on est au stade où, voilà, il faut dépister, il faut accompagner ces familles le mieux possible. Alors, on sait aussi que la prévalence des troubles neurodéveloppementaux ou des difficultés neurodéveloppementales va varier en fonction de beaucoup de critères. On n'a pas un seul facteur étiologique, bien entendu, on en a plusieurs. Mais quelque chose qui est assez systématique, c'est que ça va augmenter avec la complexité de la cardiopathie. Donc, plus une cardiopathie va être sévère, donc complexe, opérée les premiers mois de vie, en néonatal, par exemple, de type TGV, hypo-VG, voilà, de ce type des cardiopathies cénogènes, plus on va avoir une prévalence importante de troubles neurodéveloppement. Ce pourcentage va augmenter lorsque la cardiopathie va être palliée, donc dans les cadres de hypoplastic left heart syndrome, par exemple, hypoplasie du corps gauche, et elle va être très importante lorsque la cardiopathie s'accompagne d'un syndrome génétique, par exemple. Alors, selon les guidelines américaines, on a défini des niveaux des risques sur la population avec cardiopathie complexe. Le niveau d'épreuve est très élevé puisqu'on est en classe 1, Level of Evidence A, donc ça veut dire vraiment on se base sur un très grand nombre de recherches scientifiques pour établir cette classification. Le premier niveau va être les enfants qui vont avoir une opération néonatale. Donc, comme je vous disais, TGV, hypo-VG et autres types de cardiopathie, notamment cyanogènes. Le deuxième, c'est les enfants qui vont présenter une cardiopathie cyanogène ou non cyanogène, qui vont être opérés dans les premiers 3 mois de vie. Et les dernières études montrent que même jusqu'à 1 an, donc lorsque le cerveau est d'autant plus immature, qu'on va voir plus des séquelles sur le long terme. Et puis, on va avoir une combinaison des cardiopathies avec différents facteurs de risque qu'on connaît déjà comme ayant un poids dans le neurodéveloppement. Par exemple, les enfants qui naissent prématurément, ceux qui ont des syndromes génétiques, comme je disais, ceux qui requièrent une hospitalisation très longue après la première ou deuxième chirurgie, des complications, donc des événements neurologiques, des convulsions, voilà, des choses qu'on voit à l'IRM. Et les enfants qui ont une transplantation cardiaque, évidemment, sont plus à risque neurologique. Et évidemment, donc, le risque neurologique va se voir de façon différente tout au long du développement. Donc, on va commencer avec une exploration même au niveau fœtal de ce qui se passe dans les cerveaux du fœtus avec une cardiopathie cyanogène ou une cardiopathie complexe notamment, où on commence à voir des variations en termes de perfusion cérébrale qui va faire que le volume global du cerveau du fœtus durant le 3e trimestre de grossesse va être diminué par rapport à un fœtus qui n'a pas de cardiopathie congénitale complexe. Après, on va avoir une observation et une évaluation des enfants donc durant l'enfance, adolescence, et ces types de problèmes au niveau comportemental, au niveau des capacités à se concentrer, par exemple, fonction exécutive, va être quelque chose qui va continuer le long de la trajectoire du développement, et on commence à se poser maintenant des questions sur comment évolue le cerveau des personnes vieillissantes. Donc, on a les processus de dégénérescence chez les patients congénitaux cardiaques et on commence à mieux comprendre finalement qu'il y a un vieillissement un petit peu plus rapide pour certains patients. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est concerné pour ce type de difficultés, mais la différence peut être significative dans beaucoup des cohortes.
Donc, au niveau fœtal, c'est que j'ai énoncé tout à l'heure, donc on a des variations déjà à partir du troisième trimestre de grossesse où on va faire donc selon le scanner, le scanner, non, l'IRM, et on va comparer le développement cérébral in utero, donc des fœtus diagnostiqués avec une TGV et une hypo-VG, par exemple, dans cette étude-là, comparé à des fœtus contrôle, donc sans pathologie particulière. Et ce que vous voyez ici, donc dans ces graphiques, c'est le volume cérébral total, donc qui augmente bien sûr avec l'âge gestationnel. En rouge, c'est les contrôles. En bleu, c'est les enfants avec cardiopathie. Et vous voyez qu'il commence à y avoir une divergence en termes de volume cérébraux à partir à peu près de la 28e semaine, donc vraiment le troisième trimestre de gestation. On va avoir une séparation de cette courbe d'évolution avec une diminution du volume cortico-généraux pour les patients avec cardiopathie. Donc, on va dire les différences, on les voit non seulement en termes de volume, mais aussi on les voit en fonction de tout ce qui est la morphologie du cerveau. Donc, vous savez, pendant la gestation, on a la création de ces circonvolutions, ce sont les plis du cerveau, extrêmement importants justement pour tout ce qui est la connectique cérébrale. Et l'aspect va être différent quand on compare au fœtus, on va dire, sans pathologie particulière, et ceux avec une cardiopathie congénitale. Donc, c'est quelque chose qui commence à se distinguer de plus en plus, comme je disais, au bout du troisième trimestre. Et lorsque l'enfant naît, donc on va observer des différences, disons, on va dire des lésions au niveau macroscopique et au niveau microscopique de la substance blanche avant même la chirurgie. Alors, les résultats que je vous montre ici, heureusement, ça a beaucoup amélioré dernièrement. Donc là, c'est des résultats qui datent déjà d'une vingtaine d'années. Donc, on a commencé à avoir ça, finalement, il y a une vingtaine d'années, chez des nouveau-nés. Avant, 40% des nouveau-nés avant la chirurgie présentaient ce type de lésions de la substance blanche au niveau de la zone périventriculaire, donc souvent sous la forme de leucomalacie périventriculaire, et 60% qui présentaient ce type de lésions après la chirurgie cardiaque. Donc ça, c'est en néonatal. Alors, comme je disais, ces pourcentages, heureusement, la très grande majorité d'études ont beaucoup diminué, mais on reste bien sûr sur une prévalence malheureusement importante dans ces populations. Alors, on parle beaucoup de comparer les cerveaux des enfants avec cardiopathie, notamment complexe, à ceux des nouveau-nés prématurés, par exemple. On a même, certains auteurs parlent de ce qu'on appelle l'encéphalopathie de la cardiopathie, puisqu'on voit pas mal des ressemblances, évidemment. C'est pas tout à fait la même chose, mais la localisation des lésions, le type de lésion va être assez similaire entre ce qu'on observe pour un nouveau-né à terme, donc ici, par exemple, avec une cardiopathie, et un enfant né à 28 semaines de gestation. Donc, vous voyez, la localisation au niveau périventriculaire va être assez similaire, et ça va toucher surtout la substance blanche, même en l'absence de complications particulières. Il n'y a pas forcément eu en tout cas de stroke ou des convulsions, des choses de ce type-là. Stroke, c'est le accident AVC, par exemple. Donc, c'est assez frappant, effectivement, quand on compare l'IRM d'un cerveau d'un nouveau-né avec une cardiopathie à terme, donc 39 semaines, par exemple. En général, il est plus ressemblable à l'enfant prématuré, enfin un nouveau-né prématuré, donc à peu près 4 semaines d'écart en termes de maturation cérébrale. Donc ça, c'est les altérations macrostructurelles, mais aussi les altérations microstructurelles de la substance blanche. On a des études qui montrent que lorsqu'on fait du DTI, c'est du Diffusion Tensor Imaging, donc l'IRM par diffusion, et on voit en fait l'intégrité des fibres nerveuses, au niveau notamment de la substance blanche. On a des marqueurs, par exemple l'anisotropie fractionnelle. Plus elle va être élevée, donc plus elle va être un signe de maturité cérébrale. Donc, dans le groupe avec cardiopathie, on va avoir une diminution de cette anisotropie fractionnelle, ce qui va indiquer qu'il y a une immaturité cérébrale significative dans les groupes avec cardiopathie.
Alors, ce qu'on voit notamment dans les complexes, hein, on parle vraiment des cardiopathies qui vont être opérées, qui souvent sont cyanogènes, puisqu'on on dit qu'il y a quand même un des gros facteurs des risques, ça va être la perfusion cérébrale qui va être altérée dès la période fœtale. Et on va voir toute cette cascade d'événements finalement qui vont déboucher sur un développement atypique au niveau dendritique, par exemple, et aussi de la connectivité, donc du carrefour de connexion neuronale qui va se faire de façon anormale pour certains enfants. Alors jusqu'à là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses... ça va? Ouais, ok, donc on continue. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du phénotype? Donc, le phénotype neurocomportemental et neurocognitif est très bien connu aujourd'hui. On a, comme je disais, voilà, des années de montrer finalement la même chose. C'est des études qui ont été faites en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine. Enfin, voilà, ça revient. C'est pas tellement dépendant de ce type de facteurs, mais le message est que effectivement, on a cette prévalence des troubles du neurodéveloppement qui commencent assez tôt. On va voir des problèmes de retard moteur, de problèmes de motricité fine, par exemple. Certains enfants, donc à peu près 20%, 30% vont avoir des retards de langage. Alors, c'est pas forcément du gros trouble, on va dire, on n'est pas en train de parler du polyhandicap, hein, on n'est pas du tout dans ces registres-là, sauf évidemment pour les patients qui vont avoir des complications assez importantes ou des syndromes génétiques, etc. Mais là, si on parle de ça, c'est les cardiopathies congénitales isolées. Donc, voilà, a priori, il n'y aurait pas forcément des complications particulières. Et donc, on va avoir ces types de retards, hein, des problèmes de comportement également, donc souvent qui sont vus plus tard, donc à l'entrée à l'école, classiquement. Et après, on a une prévalence qui est vraiment très forte de ce qu'on appelle des dysfonctionnements exécutifs. Donc les fonctions exécutives, c'est vraiment en gros la tour de contrôle d'un aéroport. Si vous imaginez ça, c'est un peu le chef d'orchestre du cerveau. C'est les capacités qui vont aider l'enfant ou l'adulte à pouvoir se concentrer, à pouvoir mémoriser des choses, à pouvoir travailler mentalement avec un certain nombre d'informations, à passer d'une activité à l'autre. Voilà, donc c'est un peu le centre de contrôle. Et ça, c'est ce qu'on observe beaucoup dans les cardiopathies, c'est une fragilité assez importante. Alors parfois, c'est très sévère. Parfois, ça peut être diagnostiqué en tant que trouble d'hyperactivité, par exemple, d'attention avec hyperactivité. Et parfois, c'est très modéré, mais qui malheureusement peut interférer avec les apprentissages de l'enfant à l'école, la gestion des émotions et autres aspects. Alors, en termes neurologiques, on a une prévalence aussi forte des problèmes moteurs lorsqu'on fait un examen par un neuropédiatre. Donc, c'est un examen neurologique vraiment structuré, enfin, voilà, qui prend un certain temps, mais qui nous permet de situer le développement de l'enfant à ce niveau-là. Et ce qui ressort le plus pour les tout petits, c'est des problèmes moteurs. Donc, ça va être souvent un problème de la tonicité, enfin, des enfants qui sont après un petit peu hypotoniques. Ça va être aussi des problèmes de l'appréhension, motricité fine également. Ça peut être cumulé avec des difficultés au niveau des réflexes, mais voilà, c'est pas la majorité. Et surtout des problèmes cognitifs, donc qui commencent à émerger. Évidemment, on peut pas diagnostiquer beaucoup de choses avant un an. Hein, ils sont encore quand même très petits, mais on commence à voir effectivement un écart dans la trajectoire de développement qui est importante. Là, par exemple, vous avez ces données-là, c'est des données comportementales d'observation des parents et du professionnel vis-à-vis des différentes capacités de l'enfant. Donc, la capacité à résoudre les problèmes, par exemple, capacité des communications, capacité motrice, fine et globale. Et vous avez les pourcentages qui est considéré anormal. Donc, deux écarts types en dessous de ce qui est attendu pour son âge dans la population de référence. Donc, à 8 mois, on a à peu près, disons, pour certaines des domaines, entre 10 et 20% des enfants qui sont... Oui. C'était des enfants qui étaient opérés en néonatal pour la très grande majorité et qui
alors, c'était pas la majorité, mais ils n'étaient pas opérés plusieurs fois. Donc, si ça répond à votre question, c'était une opération générale de type switch artériel au néonatal. Donc, avec des suites relativement classiques, hein, et donc, ce que j'ai montré ici, en fait, c'est que au début, on commence à détecter, on va voir ces types de problèmes, 20%. On s'est dit, bon, c'est quand même important. Et quand on voit 2 ans sans intervention, voilà, on laisse l'enfant évoluer, et ben là, ça monte presque à 40% des taux de déficit. Donc, vous imaginez l'écart quand même en un an. L'approche, je dis ça et j'insiste sur ça parce que l'approche de on va laisser faire, on va les laisser voir, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, si on voit qu'on commence à avoir un signal de problème neurodéveloppemental, il vaut mieux intervenir tôt qu'attendre finalement voilà, que ça s'empire et généralement, ça va pas aller dans les bons sens, malheureusement. Alors, donc, le pronostic neurodéveloppemental quand les enfants commencent à grandir, donc à 3 ans, l'âge préscolaire par exemple, on a pas mal de données, notamment une étude en population que nous avons fait en France, en Île-de-France, qui a suivi plus de 400 enfants avec une cardiopathie isolée. On les a suivis pendant, là maintenant, 8 ou 9 ans. Là, c'est les résultats à 3 ans. Et on a regardé plusieurs aspects du neurodéveloppement. Donc, on a regardé le QI en général, on a regardé les fonctions exécutives émergentes, capacité à se concentrer, etc., le langage, enfin voilà, plein de marqueurs. Ce qu'on a vu, c'est que il y avait près de la moitié qui avaient un neurodéveloppement strictement normal. Donc ça, c'est quand même bon, très rassurant pour ces enfants-là à cet âge-là. Par contre, on voit que malgré le fait qu'ils aient un QI, donc l'intelligence globale qui va être normale, on va avoir près de 40% qui vont avoir des déficits spécifiques. Et c'est ça, en fait, la particularité des cardiopathies, c'est qu'on n'est pas dans les déficits intellectuels. Dans la très grande majorité des cas, ce sont des enfants qui sont intelligents. Donc, on n'est pas... comment dire, les troubles du neurodéveloppement, c'est quelque chose qui peut être indépendante de l'intelligence d'un enfant. Et donc, c'est très important de comprendre ça parce que souvent, dans les examens qu'on peut faire, on se focalise sur les QI et dit, ah bah tout va bien, très bien, on les laisse partir, on les revoit dans 4 ans avec des soucis qui sont malheureusement augmentés. Donc voilà, donc ici, on commence à les voir déjà à 3 ans. Donc vous voyez, l'écart, malheureusement, se creuse après. Et puis, on a des pourcentages qui sont un petit peu supérieurs à ce qui est attendu de la population. On a 12% avec un déficit un peu intellectuel un petit peu supérieur, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas dramatique. Et 6% de déficit sévère, des troubles intellectuels sévères. Mais c'est souvent des enfants qui vont avoir beaucoup des complications périopératoires, par exemple, qui vont affecter grandement leur cerveau. Donc, on va dire que c'est un sous-groupe un peu spécial. Donc, comme je vous disais, les QI ne fait pas tout. Les quotients de développement global ne fait pas tout. On ne peut pas malheureusement évaluer le neurodéveloppement en 15 minutes ou en 20 minutes, c'est tout simplement impossible. Donc, il faut avoir cette vue d'ensemble et surtout de penser qu'on n'est pas face à un problème global. On est face à un problème spécifique. Et donc, qui requiert de méthodes spécifiques d'adressage, d'identification, de traitement. Alors, ce qu'on voit, par exemple, très souvent, c'est des problèmes au niveau visio-spatial. Donc, on a des enfants, par exemple, qui vont avoir du mal à se repérer dans l'espace, à pouvoir reconstruire des informations au niveau visuel, au niveau spatial. Par exemple, ça, c'est typiquement un test qu'on propose en neuropsychologie. On dit, voilà, on présente une figure qui n'a aucune signification en particulier, et on demande à l'enfant de la recopier. De la recopier d'abord en la regardant, et ensuite des mémoires. Et donc, ça requiert bien sûr beaucoup d'intégration hein, au niveau visuel. C'est pas facile, c'est sûr, surtout les mémoires, c'est compliqué. On n'attend pas une réponse parfaite. Donc ça, c'est globalement ce qu'on fait à un enfant de CE1 en regardant la copie. Voilà, pas de soucis particuliers. Il y a des choses qui manquent, bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Et voilà ce qu'on voit souvent avec des patients, par exemple avec une TGV.
Donc, on va voir cette déstructuration qui est assez importante pour certains enfants. Donc, d'un point de vue neurologique, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne s'intègre pas de la même façon ou de façon appropriée pour beaucoup de ces patients-là. Donc, c'est assez parlant. Évidemment, tous les enfants avec une TGV ne vont pas présenter ces profils, bien entendu, mais la probabilité qu'ils présentent ce type de troubles est beaucoup plus importante que ce qu'on voit dans la population générale et que ce qu'on voit parfois dans certaines populations pédiatriques. Voilà, donc après, on a des difficultés de fonction exécutive. Hein. C'est ce qu'on on dit beaucoup dans les cardiopathies congénitales. C'est des enfants ou des adolescents qui vont avoir un petit peu du mal à gérer leurs émotions, donc le contrôle du comportement, le contrôle émotionnel, la flexibilité cognitive, de passer d'une tâche à l'autre. Donc ça, vous imaginez, à l'école, c'est extrêmement important de pouvoir être flexible dans le comportement social, dans l'interaction, et qui vont avoir des problèmes dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un peu la mémoire vive d'un ordinateur. C'est vraiment ce que vous êtes capable d'enregistrer pour comprendre et pour répondre à votre environnement. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait normales quand on a un enfant de 4 ans. S'il y a un enfant qui est impulsif, s'il y a un enfant qui a du mal à attendre son tour, c'est ce qu'on observe souvent chez les parents qui nous racontent ça. Mais par contre, c'est plus vraiment normal quand un enfant a 10 ans, quand un enfant a 16 ans. Voilà, si on continue à avoir ce type de problèmes, évidemment, ça signe une difficulté importante. Et ces types de problèmes vont toucher à peu près 50 à 70% des patients avec une cardiopathie complexe, de différents degrés, bien sûr. Ça peut être, encore une fois, très important, comme ça peut être beaucoup plus léger. Mais on a un pattern qui est assez similaire. Alors, donc, c'est des choses qui sont rapportées par les parents, qui sont rapportées également par les patients lui-même, en disant, voilà, j'ai vraiment du mal à m'organiser, j'essaye, mais il n'y a rien qui marche. Donc, ils essaient des médicaments, ils essayent de la méditation, enfin, tout ce que vous voulez. Et c'est très compliqué parce que neurologiquement, il y a ce problème-là. C'est pas quelque chose qu'ils inventent. Et il y a aussi quelque chose qui est objectivé vis-à-vis des tests neuropsychologiques que nous faisons, qui sont quantifiés, qui sont comparés aux normes de ce qui est attendu dans la population générale dans ce type de tests standardisés. Le taux de diagnostic, donc, du coup, de TDAH, donc ADHD, est plus important et à peu près 2 fois supérieur à la population générale. Ici, c'est ce que vous voyez ici, c'est une étude assez importante finalement de la comparaison entre les taux des diagnostics d'hyperactivité. C'est pas des symptômes, c'est vraiment un diagnostic fait par un pédopsychiatre de ce type de troubles par rapport aux enfants qui ne présentent pas des cardiopathies. Donc, on voit effectivement le disease-free, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de diagnostic. Pour le groupe avec une cardiopathie, bien sûr, ce pourcentage va être plus faible, en sachant qu'il faut le prendre à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de diagnostics de TDAH. Sachant que là, c'est à peu près, en France, c'est 5% à peu près des enfants qui sont diagnostiqués avec une TDAH. Aux États-Unis, c'est 9%. Là, on est sur à peu près 15% de diagnostic de TDAH pour ces patients. C'est qu'on voit en fait dans les tests chez l'enfant, on les voit aussi chez l'adolescent. Donc c'est comme je vous disais, s'il n'y a pas de prise en charge, on va voir cette continuité des symptômes. On les voit également exprimés en termes cérébral chez l'adolescent. Donc, ce qu'on retrouve, c'est ce problème de connectivité cérébrale, par exemple, cette diminution de l'anisotropie fractionnelle dans le temps, dans les examens de DTI, va être également retrouvé chez l'adolescent. Ça va être également retrouvé chez l'adulte dans une moindre mesure, mais on voit un pattern qui malheureusement suit une trajectoire qui est atypique et qui est corrélé avec les données neurocomportementaux que nous faisons en évaluation. Alors, quelque chose aussi, je pense, qui est important à voir et à être en tout cas alerte,
Ça peut arriver, c'est pas la majorité des enfants, heureusement, mais on a un risque qui va être à peu près 2 à 4 fois supérieur de présenter des troubles du spectre autistique. J'entends sans morbidité génétique associée. Donc, on va avoir des enfants qui vont plus ou moins présenter des problèmes au niveau des interactions sociales, de la communication, des capacités à se mettre à la place de l'autre, par exemple, sans pour autant que ce soit parfois diagnostiqué en tant que TSA, donc qu'autisme. C'est très embêtant parce que souvent c'est très sous-diagnostiqué et du coup les enfants bah, ils vont avoir une sorte d'errance diagnostique, une errance de prise en charge qui est très importante et qui est très préjudiciable finalement à leur développement, à leur qualité de vie. Si les interactions sociales ne fonctionnent pas, vous imaginez à l'adolescence, toutes les problématiques que ça va engendrer. Voilà, il y a des études aussi un petit peu préliminaires hein, sur les capacités de mémoire avec l'état de l'hippocampe. Donc l'hippocampe, vous savez, c'est cette région extrêmement importante pour la mémoire, la mémoire, différents types de mémoire. Et on voit, on commence à voir un petit peu des différences en termes de les structures. Mais bon, ça c'est, pour l'instant, je les mets là parce que ça commence à faire un petit peu des nouvelles données, mais ça demande quand même une confirmation de ça. Euh, je pense que aussi quelque chose que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment le problème des santé mentale. C'est pas tout à fait le neurodéveloppement tel que l'entend. Hein. C'est en neurodéveloppement, on dit ah bah est-ce qu'il marche, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il y a des séquelles, etc. Voilà. Mais la santé mentale, en fait, c'est évidemment bien sûr très connecté et c'est quelque chose qui va avoir aussi des répercussions très importantes sur la prise en charge cardiologique que vous allez faire de vos patients. Une personne qui est déprimée, qui a un trouble d'anxiété très important, va avoir un risque bien supérieur d'avoir des événements cardiovasculaires dans sa vie. C'est bien sûr, toutes les études pointent à ce que ce soit malheureusement le cas. Donc, il y a une boucle finalement. Donc, plus une personne, un patient va être à risque cardiovasculaire, risque neurologique, plus il va présenter des risques de santé mentale et à la fois plus ça va s'alimenter malheureusement, ça va être un cercle vicieux dans ce sens-là. Ce qu'on sait dans les cardiopathie, chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est qu'on a cette tendance à avoir une augmentation des troubles anxieux, notamment. Pendant l'enfance, c'est plutôt de l'anxiété. Alors, l'anxiété liée à des procédures médicales, mais c'est tout à fait, je dirais, c'est normal puisque c'est des enfants qui vont être opérés, qui vont être, voilà, qui vont avoir des procédures. Mais ça va être au-delà de ce qui est attendu pour des populations avec des maladies chroniques. Donc, alors, est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec leur capacité de régulation émotionnelle, par exemple, au niveau neurologique, purement neurologique, ou bien est-ce que c'est en réponse avec tout le stress qui sont suivis et leur famille également, hein, parce que bien sûr, l'enfant n'est pas tout seul, il y a aussi les parents. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prêter attention, je pense, quand vous suivez les patients cardiaques congénitaux. C'est des choses qui peuvent malheureusement s'aggraver un petit peu à l'adolescence, mais ça suit pareil, c'est comme pour tout le monde. Hein. À l'adolescence, il y a des changements énormes hein, de comportement, des émotions, des changements corporels, etc. Donc évidemment, on va être plus attentif à ces niveaux-là. Et puis aussi à la comorbidité qu'on peut avoir entre les troubles du neurodéveloppement et les troubles de la santé mentale. Un enfant qui va être à risque de présenter des problèmes des fonctions exécutives, par exemple, bah, on sait que ça va le mettre aussi à risque de présenter un trouble anxieux à l'adolescence, un trouble dépressif éventuellement à l'âge adulte. Voilà, donc le niveau de vigilance, je pense que doit être renforcé à ce niveau-là. Ça, c'est des résultats que nous avons fait il y a quelques années sur une cohorte post-Fontan à Boston. Et donc c'est une étude monocentrique des adolescents, souvent, qui présentaient donc des symptômes psychologiques. Enfin voilà, on a fait toute une étude sur toute une cohorte de 156 patients. Les résultats ont montré que par rapport au groupe contrôle, on avait des différences significatives pour une grande partie de types de troubles psychiatriques. Et notamment, de ces jeunes, on avait 65% qui avaient présenté aux environs de 16 ans
déjà un diagnostic, au moins un diagnostic des troubles psychiatriques. Ce que vous imaginez, c'est absolument énorme par rapport à 22% de ce qui a été déclaré, ce qui est aussi élevé, mais aux États-Unis, je pense qu'il y a aussi les questions du diagnostic qui se fait peut-être plus facilement, plus rapidement, ou peut-être trop. Mais en tout cas, les différences sont là et sont bien marquées finalement dans ces groupes-là. Il y avait beaucoup, en fait, qui avaient des troubles anxieux. Alors, ça peut être l'anxiété sociale, ça peut être troubles panique, enfin, anxiété généralisée. Il y avait différents types de troubles anxieux, mais malheureusement, il était assez prévalent. Ça, c'est des enfants, enfin des adolescents avec souvent des dysplasies du cœur gauche et qui étaient déjà post troisième étape Fontan. Alors, en termes des causes, donc comme je vous disais au début, il y a les facteurs étiologiques sont très nombreux. On va avoir la complexité de la cardiopathie, on va avoir les complications, enfin voilà tout ce que vous paraîtra bien sûr évident. Mais il y a aussi tous les facteurs génétiques, non, génétiques en termes d'anomalies chromosomiques, certes, de syndrome, mais aussi des variantes génétiques. Donc notamment, on parle beaucoup des mutations de novo, qui sont aussi impliquées avec, enfin en lien en tout cas avec certains troubles. Des facteurs préopératoires, beaucoup. Donc tout ce qui est l'environnement d'exposition, voilà, les problèmes de perfusion cérébrale, de prise en charge rapide ou pas. Bon, tout ça, ça va avec la complexité de la cardiopathie. Où est-ce qu'il va être où va naître l'enfant? Est-ce qu'il va être transféré ou pas? Enfin, il y a plein de questions qui rentrent en jeu en ligne de compte. Tout ce qui est au niveau périopératoire, même si c'est pas quelque chose qui va expliquer la majorité de la variabilité des patients finalement, mais on a quand même une influence bien sûr de facteurs de complications, hein, donc l'inflammation, l'hypotension, l'utilisation d'anesthésie prolongée, répétée, voilà, tout ce qui peut abîmer évidemment le cerveau d'une façon prolongée, et des facteurs post-opératoires. C'est ce qui se passe donc après l'opération ou les opérations. Et on sait que plus le cerveau est immature, plus il va être vulnérable. Donc, si un enfant subit ou a besoin de plusieurs opérations les premières années de vie, ben, vous saurez que potentiellement, ça peut être un patient qui va être plus à haut risque de présenter des troubles. Il y a des facteurs aussi qui sont extrêmement importants, mais ne sont pas médicaux, hein, des facteurs sociodémographiques. Bien sûr, ça, c'est dans toutes les pathologies. On sait que le niveau socio-économique des parents va agir comme une sorte de protection, hein, des barrières protectrices à un certain nombre de choses. Donc, on le retrouve systématiquement dans les analyses, hein, des facteurs de risque dans les différentes cohortes. Et c'est quelque chose qui va soit protéger, soit malheureusement va aggraver le pronostic pour différentes raisons. Et je pense que notamment, c'est plutôt l'accès aux soins qui va être aussi très en lien avec ces facteurs sociodémographiques. Les stress parentaux, c'est quelque chose aussi qui joue énormément. On voit que, notamment au tout début du développement, les parents qui ne sont pas accompagnés, auxquels finalement ils ont reçu très peu d'informations, où ils ont été voilà, submergés dans énormément des choses au niveau psychologique, vont pas être en mesure de pouvoir accompagner l'enfant dans son développement, à demander des soins tout simplement, à détecter un certain nombre de choses, à observer un certain nombre de choses. Donc, voilà, c'est des facteurs psychologiques qui sont potentiellement modifiables puisqu'on peut agir à ces niveaux-là, on peut mieux accompagner les parents, on peut faire voilà, des détections de stress parental suffisamment précoces qui nous permettraient, j'espère en tout cas, d'améliorer la trajectoire de développement des enfants. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu le poids de facteurs prénataux, hein. C'est une étude que nous avons fait aux États-Unis sur des fœtus. En fait, on a regardé des fœtus avec diagnostic prénatal des cardiopathies complexes au niveau cérébral. Et on les a comparés à un groupe contrôle. Donc, il y avait une diminution, bien sûr, des volumes in utero. Ce qui nous intéressait, c'est de comparer sur le long terme, est-ce que ça va prédire finalement le neurodéveloppement, cette diminution de volume. Et on a trouvé effectivement une relation entre le volume cérébral in utero
troisième trimestre de gestation et certaines capacités neurodéveloppementales, notamment motrices et de développement global, d'adaptation. Donc, voilà, c'est juste pour illustrer le fait que dans les facteurs étiologiques, vous aurez vraiment un énorme volume, mais il y a certains facteurs qui expliquent un très bon pourcentage, ce qu'on appelle la variance dans la variabilité du groupe. Et là, on est à peu près à 20% des variances qui va être expliquée par les facteurs prénataux. Donc, c'est extrêmement puissant, je pense, comme un résultat, puisque c'est rare finalement qu'on explique plus de 5 à 10% des variances dans un modèle. Donc, voilà, c'est quand même intéressant. Alors, il y a des facteurs, comme je vous disais, au niveau périopératoire. Longtemps, on a considéré effectivement que l'utilisation de l'hypothermie profonde était délétère au niveau du cerveau. Les premières études confirment cela. Donc là, ce que vous voyez, c'est des études sur la cohorte de Boston qui a été plus de 150, 160 patients inclus à la naissance, donc avec une TGV, avec ou sans CIV. Et, on a comparé donc deux types de circulation, donc circulation deep hypothermic, donc circulatory arrest, et bypass low flow, donc je ne sais pas le traduire en français, désolé, mais je pense que ça va. Ok. Et on a comparé du coup le neurodéveloppement, effectivement, à cette époque-là. Quand ils sont petits, évidemment, il y a une différence. Donc, si les enfants ont été assignés au groupe avec arrêt circulatoire en hypothermie profonde, on va avoir des moins bons résultats. Ça a été confirmé également à 4 et 8 ans, puisque nous savons ils sont suivis, cette cohorte-là, sur cette période-là. Mais par contre, plus ils grandissent, en fait, moins on va voir cet effet. Et finalement, je pense que c'est attendu pour beaucoup. Hein. Aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué qu'on ne voit pas vraiment cet effet opératoire tellement, sauf quand il y a des complications. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut souligner, surtout, je pense, pour les chirurgiens cardiaques. C'est pas tellement ce qui se passe dans la période intra-opératoire qui va déterminer le pronostic. C'est tout ce qui vient avant, ce qui va venir après, ce qui va venir pendant. Enfin, voilà, c'est vraiment très multifactoriel. Et donc, ce qui vient après, c'est donc tout ce qui est post-opératoire et on va dire des facteurs composites de ces risques, c'est la durée d'hospitalisation post-op qui va prédire suffisamment bien les modèles en termes de neurodéveloppement. C'est composite parce qu'évidemment, il peut se passer beaucoup de choses. Hein, si un enfant reste longtemps en post-op, c'est parce que il y a des choses des complications, des problèmes au niveau neurologique aussi, des convulsions, enfin des choses qui requièrent que de toute façon l'enfant reste plus longtemps. Alors donc, si on veut résumer vraiment de façon générale, le message aujourd'hui, c'est que on a effectivement une prévalence très élevée des troubles du neurodéveloppement dans les cardiopathies congénitales, notamment complexes. J'insiste sur ça. Ce qu'on appelle ces soft signs, c'est que les signaux sont parfois modérés. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez voir en termes de déficit intellectuel ou de polyhandicap. C'est pas tellement dans ces contextes-là du tout, mais ça va être extrêmement prévalent. Donc, pour les fonctions exécutives, c'est entre 50 et 70% des patients qui vont avoir un degré des problèmes des fonctions exécutives. Donc, il ne faut pas s'arrêter à une évaluation trop générale parce que finalement, dans la très grande majorité, on ne va rien trouver. Mais on va revoir revenir les patients 1 ou 2 ans après avec des soucis beaucoup plus importants. Voilà, donc alors, qu'est-ce que vous, en tant que cardiologue, futur cardiologue, cardiopédiatre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors,
bien sûr, il faut commencer le plus tôt possible. Comme j'ai dit, il y a des facteurs qui sont potentiellement modifiables. Je dis potentiellement, c'est que bon, la recherche n'a pas suffisamment avancé encore pour le prouver, mais en tout cas, on a des bonnes raisons de croire que si on commence avec une meilleure information aux patients, comment dire, une anticipation des difficultés et le mettre déjà avant même de la naissance, hein, dans une, comment dire, projection des soins finalement et des suivis neurodéveloppementaux, c'est extrêmement important parce que il faut pas que ce soit de façon réactive, il faut que ce soit de façon proactive en fait. Et c'est comme ça finalement que vous allez faire adhérer vos patients beaucoup plus à ces suivis périodiques. Je pense travailler bien sûr avec les soins néonataux, hein, c'est fondamental. Et il y a des choses qu'on peut mettre en place qu'on sait améliorent le neurodéveloppement, hein, de tout ce qui est la prévention de la surstimulation sensorielle. Parfois c'est pas possible, parfois il faut juste voilà trouver les moyens de réduire le stress, réduire la douleur quand cela est possible. Favoriser, bien sûr, ce qu'on sait dans les soins néonataux, les contacts peau à peau. C'est aussi capital entre les parents et les nouveau-nés. La diminution du stress parental, c'est absolument nécessaire parce que on voit que les parents vont être l'élément décisif vraiment dans la prise en charge de l'enfant quand il est petit. Et c'est eux finalement qu'il faut quelque part aussi aider à se faire suivre quelque part, enfin à vivre avec cette nouvelle qui est extrêmement forte quand on annonce un diagnostic, par exemple, de cardiopathie. Tout ce qui se passe après, la période opératoire, c'est extrêmement lourd psychologiquement pour les familles. Donc, un accompagnement précis à ces moments-là me paraît fondamental pour que les parents puissent ensuite s'occuper correctement de leur enfant. Et puis, bien sûr, vous êtes au centre de la prise en charge. Hein. C'est quand un enfant a une cardiopathie complexe qu'il est opéré et qu'il va voir tous les ans ou tous les 2 ans, s'il a quelque chose, en général, ils pensent toujours au cardiopédiatre. Ils vont pas se dire, c'est les cardiopédiatres, ça va être le référent très souvent de la famille même pour des choses qui n'ont rien à voir avec le cœur. Hein. J'ai l'impression que c'est souvent recentré vers la cardio. Et donc, c'est dans ce sens-là que vous pouvez jouer un rôle dans l'information, mais aussi dans l'identification, la coordination de soins. Donc, on a différentes initiatives hein, dans les services des cardio. Ça peut être en lien avec la pédiatrie, ça peut être en lien avec des professionnels libéraux. Mais en tout cas, gardez vraiment à l'esprit que c'est une problématique, c'est une vraie problématique pour les familles. Donc, de commencer à réfléchir à comment vous pouvez les développer dans vos centres respectifs, dans votre pratique clinique, me paraît vraiment fondamental parce que vous serez confronté forcément à cette question à un moment donné. Donc, en termes des alternatives de prise en charge, en France, en tout cas, on a, disons, 3 grandes possibilités. On a des centres experts neurocardiaques qui commencent à se créer, notamment à Bordeaux, à Paris, à Marseille. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits qui commencent à développer cette activité en lien avec le cardiologue, en lien avec des neuropsychologues, en lien avec la neuropédiatrie, par exemple, la pédopsychiatrie, si vous avez des patients ou des connexions à ce niveau-là. Mais c'est des centres qui sont spécialistes de ce qui se passe avec les cardiopathies. C'est un peu les spécialistes de ces types de déficits légers à modérés, ce qui n'est pas forcément facile à identifier, évidemment, si on les met dans un circuit classique. Vous avez aussi accès à des plateformes publiques, donc je crois c'est des PCO, des réseaux de périnatalité, ces types de réseaux vous pouvez référer les patients. Ils ont des conditions hein, pour les prendre en charge, mais en tout cas, si vous pensez que c'est disponible dans votre région, enfin, ça dépend des régions aussi, je pense que c'est assez régional, mais vous pouvez référer vos patients à ce type de plateformes. Ils sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire et si besoin, avec une prise en charge en libéral, par exemple, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, ça s'appuyait beaucoup sur les pédiatres, sur les professions libérales, sur les psychologues, sur éventuellement les orthophonistes qui peuvent aider un petit peu à dépister ces types de problèmes. Évidemment,
on ne vous demande pas de dépister, vous êtes cardiologue, donc vous n'êtes pas forcément spécialisé dans tout ce qui est neurodéveloppement, mais n'hésitez pas voilà, à vous créer aussi un réseau. Je pense que c'est vraiment crucial pour les patients. Voilà, donc là, je pense que oui, on a fini à temps. Est-ce que vous avez des questions? C'est dense? C'est pas dense? C'est inquiétant? Ouais. Non? Bon, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on va agir? Vous êtes la nouvelle génération? C'est bien? Hmm. Oui, je pense on est vraiment à ce tournant hein, de faire quelque chose. Parce que ça fait des années qu'on dit, et on présente à tous les congrès, voilà, il y a des problèmes, voilà ce qu'on a qu'on trouvé, voilà ce qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la question, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Donc là, on est vraiment à ces moments-là. On dit, voilà, on agit par la recherche, développe des programmes d'intervention hein, pour essayer de compenser un certain nombre de choses, accompagner mieux le parent, de voir un peu est-ce que ça change quelque chose, comment on peut le faire changer. Et puis aussi, bien sûr, c'est la pratique clinique. Donc, vous, il faut que vous soyez vraiment très au courant de ces problèmes. Euh, c'est, voilà, pour moi, vous êtes vraiment les mieux placés pour démarrer en fait l'action. Voilà. Oui? Non, non. Systématique, je pense que ça dépend de niveau des risques, hein, mais je ne ferai pas forcément, enfin, c'est pas prouvé que ce soit systématique. Bien sûr, bien sûr, oui. Si vous avez une hypothèse derrière, oui. Mais sinon, on peut trouver des choses, mais souvent, si vous faites un IRM anatomique 3T, vous n'allez pas avoir grand-chose maintenant. Mm. Ok, bon, très bien, oui. Neuropsychologique, je dirais, alors avant l'entrée en maternelle, vers 3 ans, à peu près, 2, 3 ans, en sachant que ce qu'on recommande en fait dans les recommandations européennes qu'on est en train de développer, c'est des évaluations périodiques à des moments clés des transitions. Donc, on a, avant la sortie d'hospitalisation, par exemple, en nouveau-né, hein, on fait une observation comportementale à 3 ans. On a aussi avant l'entrée à l'école, donc ACP ici c'est 6 ans. Voilà, après c'est avant l'entrée à l'adolescence, donc 13 ans. Et ensuite avant la transition, donc quand vous allez l'envoyer en service adulte, donc là à 18 ans, 18, 19 quoi. Ou même avant, ça dépend des centres. Non, 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 on aura, je pense que c'est techniquement impossible de voir tout le monde. Hein. C'est 1% des naissances vivantes, vous imaginez, c'est beaucoup trop de volume. Et puis, il n'y a pas vraiment des raisons. Donc, je dirais, il faut vraiment se focaliser sur les complexes pour faire un dépistage systématique. Oui. Mm. OK, très bien. Bon, je reste disponible si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez m'écrire sur ce mail. OK.